bonsoir à tous. Et puis, je sais ce que vous vous dites, mais contrairement à ce que vous pensez, le plus geek des deux, c'est pas moi, hein, elle est là, c'est Bernadette. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Tech for Good. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc en vous parlant d'un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle la machine à lire. Voilà, donc on va se présenter vite fait. Moi, je suis Stéphane, je suis le CTO de Digital for Better, et je suis donc accompagné de Bernadette, qui est présidente de l'ASIA, voilà, qui est une association qu'on va vous présenter un petit peu plus juste après. Alors aujourd'hui, on va vous parler, voilà, on va se présenter, on va vous parler de Tech for Good, on va également vous présenter le projet machine à lire et également la réalisation de cette machine à lire, donc sous forme d'une application mobile. Voilà, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors qui sommes-nous, Bernadette? Alors déjà, on va se présenter sous forme de, voilà, au travers de nos missions. Voilà, donc l'ASIA. Est-ce que tu veux parler de l'ASIA, Bernadette, ou est-ce que tu veux que j'introduise? Allez. Bon, ASIA, c'est une association qui veut dire accessibilité, communication, information, accompagnement du handicap. Donc c'est simplement une petite information. Et comme dit Stéphane, je ne suis pas la présidente, je suis la secrétaire générale de l'association. Voilà, elle est très, très humble, mais elle est quand même présidente. Et donc, moi, je suis CTO Digital for Better. Alors, on est une société de services, mais on a également société à mission. Donc, notre mission, c'est quoi? C'est d'accélérer la responsabilité numérique sociétale des entreprises. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse surtout ce soir, c'est la promotion d'un numérique à impact, un impact positif, si possible. Voilà. Alors, comment on peut avoir justement un impact positif? Alors, par le biais, par exemple, du Tech for Good. Alors, le Tech for Good, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez déjà entendu parler. Est-ce que c'est un buzzword? Est-ce que c'est un hashtag? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de tangible derrière? Parfois, ça peut être aussi du social washing, pourquoi pas. Le Tech for Good, j'ai une définition toute simple du Tech for Good, si elle arrive, voilà. Donc ça ne vient pas de moi, mais c'est la tech au service du bien commun. Alors j'ai mis le bien entre guillemets, tout simplement parce que le bien, il a un double sens, comme le terme good, d'ailleurs en anglais, qui a un double sens également. Le bien, c'est à la fois au sens faire le bien qui est l'ennemi du mal, enfin voilà, donc c'est vraiment le bien tel qu'on l'imagine. Et le bien, c'est également la ressource. Voilà, la possession, quelque chose qui, alors pour le coup, qui appartient à toute l'humanité, le commun. Voilà, donc c'est la définition de Tech for Good. Alors je vais même présenter une petite slide après, si elle avance. Donc la tech, c'est au service du bien commun, mais c'est également au service des objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à tous dans la salle, mais il y a 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies voilà, pour justement atteindre un développement durable. Voilà, donc mettre fin à la faim dans le monde, faire en sorte que tout le monde ait un toit, protéger la biodiversité, etc., etc., etc. Donc la Tech for Good, c'est mettre les technologies, qu'elles soient digitales, numériques, comme vous préférez, ou ça peut être des technologies de robotique, par exemple, au service d'un de ces objectifs. Voilà. Donc Bernadette représente un de ces objectifs développement durable. Elle ne le sait pas, mais c'est important. Voilà. Donc, quand on parle de bien, je parlais tout à l'heure de ressources aussi. Et un bien commun numérique que vous connaissez tous, c'est l'open source. Voilà, tout simplement. Donc on voit qu'un bien commun, c'est une ressource, plus une communauté, plus une gouvernance. Clairement, quand on parle d'open source, c'est un petit peu ce qu'on a en tête aussi. On pense au code source qui représente la ressource. On va penser à la communauté qui est autour des logiciels open source qui vont permettre de maintenir ce code source. Et également, toute la gouvernance, c'est vraiment toutes les règles qui vont régir l'interaction entre la communauté et les ressources, voilà, pour faire en sorte que ça puisse se pérenniser. Donc c'est vraiment important. Donc là, on voit quand même que c'est un bien commun. Alors faire le bien, comment on peut faire le bien dans le numérique? Par exemple, par le biais du mécénat de compétences. Je ne sais pas si
parce que vous avez déjà entendu parler de ce terme, mécénat de compétences. Mais en gros, ça consiste à mettre à disposition de l'intérêt général des ressources de l'entreprise. Donc ça peut être des ressources aussi, enfin des salariés. Voilà, donc vraiment au profit d'un projet d'intérêt général. Donc chez Digital for Better, par exemple, on adore la SIA, j'ai mis un petit cœur pour Bernadette. Comment on fait ça? Comment on fait du mécénat de compétences? Eh bien, tous nos collaborateurs travaillent 216 jours par an environ. Voilà, en France, c'est la règle une fois qu'on a enlevé tous les congés et tous les week-ends. Eh bien, chez nous, à partir du moment où un collaborateur a atteint 200 jours, les 16 jours restants, il peut les mettre à profit justement pour faire une action d'intérêt général. Donc ça peut être d'aller donner une formation dans une école pour promouvoir le numérique responsable ou la mixité aussi dans le numérique. Ça peut être également de travailler, d'utiliser ses compétences de développeur pour les mettre au service d'une association, d'un projet associatif. L'important, c'est que ça reste toujours dans notre mission, c'est-à-dire de promouvoir un numérique responsable. Voilà, on reste dans la case du numérique. Donc on avait déjà fait des petits projets avec la SIA. Un outil, par exemple, qui permet d'apprendre à taper au clavier, donc très simple, on l'a fait sans Vue.js, très rapide. Remplissage et impression de chèques, donc ça permet aux personnes déficientes visuelles ou aveugles de pouvoir pré-remplir un chèque sur un formulaire web et de l'imprimer en mettant le chèque dans l'imprimante. Alors c'est des petits développements qui nous ont pris quelques jours à faire, à réaliser. Ça a permis également à des collaborateurs à monter en compétence sur des technos, Vue.js en l'occurrence. Et derrière, ça rend des vrais services à des vrais gens, j'ai envie de dire, pour le coup. Donc c'est vraiment utilisé, je dirais, quotidiennement par des personnes. Donc là, c'est tout de suite, on a la récompense en fait du travail qu'on a pu effectuer. Et donc j'en arrive justement à un autre projet de la SIA, parce que Bernadette a à peu près un projet par jour, je pense, à nous soumettre, qui est la machine à lire. Alors, je ne sais pas si tu veux présenter la machine à lire, Bernadette. Tac. Voilà. Alors je vous ai mis la machine à lire. Voilà, vous avez d'ailleurs des photos du prototype tout en bas. Est-ce que tu veux présenter la machine à lire? Tu veux qu'on parle? Allez. Ouais. Eh bien, la machine à lire, c'est destiné aux aveugles pour leur permettre, quand ils sont dehors, par exemple, de prendre connaissance d'un texte avec le lecteur d'écran qui leur lira tout haut ce qui s'est marqué sur la feuille de papier, qui leur permettrait aussi, dans un magasin, en flashant sur la boîte de conserve, de savoir quelle est cette boîte de conserve et quel est le contenu. Parfait, Bernadette. Et du coup, ce qui est intéressant, c'était que la machine à lire aussi, elle est autonome. Elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de connexion Internet, elle est équipée d'une batterie, et puis elle est également elle est utilisable par des gens qui n'ont pas forcément de smartphone, par exemple les personnes âgées. Tous les personnes âgées n'ont pas forcément un smartphone où ils peuvent installer des applications voilà, donc ça permet vraiment d'être autonome, d'être abordable aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais des machines à lire, ça existe déjà. Déjà, elles ne sont pas open source, elles sont souvent très chères, clairement, ça peut être 1000 €, par exemple, 1200 €, je crois, une machine à lire. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément abordable par tout le monde. Donc là, l'idée du projet, c'est quand même de proposer quelque chose d'abordable. Donc là, sur la base d'un Raspberry, c'est quelques dizaines d'euros. Donc ça permet à tous de s'équiper. Donc on voit également que là, il y a eu une campagne sur Ulule qui a été plutôt un succès. Donc ça, c'est chouette. Ça a permis d'avoir des fonds pour pouvoir continuer à développer le prototype de la SIA. Et du coup, comme souvent Bernadette organise des petites sessions, alors des ateliers cécité, je vous conseille de le faire, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez dans la situation de personnes aveugles, donc avec un masque, vous vous mettez par binôme, et il y en a un qui doit, il y a une personne du binôme qui doit dire à l'autre ce qu'il doit faire, c'est-à-dire par exemple, tiens, tu veux envoyer un mail, donc je vais te guider pour envoyer un mail, tu dois jouer un son ou une musique, je vais te guider pour jouer une musique. Il faut savoir que ça dure 1 heure. En 1 heure, on ne fait pas grand-chose, clairement, parce que c'est très long. Ne serait-ce qu'on a l'impression de savoir taper au clavier, on se rend compte que sans les yeux, c'est assez compliqué quand même. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et au bout d'1 heure, on sort lessivé, généralement. Donc, parce que c'est très, très
intense psychologiquement. Et donc pendant cette super session, on s'est dit avec un collègue, ok, mais la machine à lire, c'est un projet qui est super intéressant. Peut-être qu'on pourrait quand même en faire une version mobile, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes déficientes visuelles ou aveugles, ou de personnes âgées qui ont quand même un smartphone. Donc on s'est lancé un petit défi et on s'est dit, allez, là on a une idée. Vous pouvez admirer comme l'animation PowerPoint. C'est la classe. Voilà, donc on s'est dit, bon, on va quand même réaliser une application mobile sur notre temps justement dédié au mécénat. Donc on s'est dit, allez, c'est parti. Alors une app mobile qui fait la même chose, hein. L'idée c'est de faire une application mobile qui est capable en gros de scanner un document et de le vocaliser. Voilà, c'est le pitch de base. Ça peut paraître simple, voire simpliste, mais pour des personnes qui en ont besoin, finalement, bah, ça remplit le job. Et puis ça peut aider au quotidien, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a créé la machine à lire open source. Alors je ne suis pas un peu fier du nom, parce que ça fait malo du coup, c'est plutôt sympa comme nom. On aime bien comme ça personnaliser, enfin justement personnifier un peu les applications pour les rendre plus sympathiques auprès des personnes qui les utilisent. Donc voilà, donc le pitch il est à peu près le même que la machine à lire. Les contraintes également, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte voilà, de développer une application mobile qui n'utilise que des technologies open source. Également une machine à lire qui fonctionne hors ligne. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'appeler des API, par exemple de Google Vision pour pouvoir fonctionner. Tout simplement s'il y a des personnes qui habitent en campagne, ou alors on peut avoir besoin d'utiliser l'application au supermarché, là où on a une connectivité qui est souvent désastreuse. Donc voilà, donc c'est mis des petits bâtons dans les roues un peu. Donc voilà, en se disant, il faut que ça puisse fonctionner en ligne, etc. L'idée d'utiliser des technologies open source, ça va un peu plus loin, c'est même d'utiliser les mêmes technologies open source que la version Raspberry. Tout simplement, parce que comme ça, nous, en avançant sur ce projet-là, ça nous permettait aussi de faire avancer la version Raspberry. On s'est dit, voilà, si on arrive à faire fonctionner ça sur mobile, avec les mêmes briques, demain, on va pouvoir aussi l'adapter sur la version Raspberry. Alors, la stack technique, elle est simple. Du Flutter, de l'OpenCV et du Tesseract. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Flutter, bon, ça, on entend quand même beaucoup parler. Pourquoi on l'a utilisé? Parce que déjà c'est cool, c'est cross-platform. Puis en plus, si vous allez voir après, il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que ça permet, depuis pas très longtemps, d'appeler directement du code C++. Donc c'est plutôt intéressant pour notre cas d'usage, qui est quand même pas mal basé sur l'utilisation d'OpenCV, qui est une bibliothèque donc c'est Open Computer Vision, donc qui est une bibliothèque qui permet de faire plein de choses, enfin plein de traitements d'images et puis de reconnaissance de forme sur les images également. Et Tesseract, c'est le moteur de Google qui permet de faire de l'OCR. Je bois un petit peu. Donc voilà un petit peu toutes les briques techniques qu'on a utilisées. L'objectif, c'était de pouvoir réaliser cette application mobile en quelques jours. Donc on a essayé d'exploiter au maximum ce qui pouvait exister. Donc là, on voit le pipeline, le workflow de capture et de vocalisation du texte. Donc d'abord, on fait de la capture, ensuite de la détection de texte, de la correction du seuillage. Alors le seuillage, ça permet de transformer en noir et blanc, on va dire, la page pour que ce soit plus facile pour la partie reconnaissance OCR. Et puis après, pour la vocalisation, c'est plutôt trivial parce que sur un smartphone, la partie synthèse vocale est quand même généralement plutôt bien faite. Donc là, on voit différentes briques qu'on utilise. On voit également que, justement, je vous parlais de pouvoir appeler du code C++. Alors c'est grâce au package Dart FFI, voilà, qui permet vraiment d'appeler du code C++ depuis du Flutter. Ce qui nous a permis d'intégrer OpenCV, qui est une bibliothèque codée en C++. Et ça fonctionne sur Android et iOS, hein, je tiens à préciser. Voilà, donc ça c'est la stack technique. Donc en utilisant quelques briques déjà existantes, finalement, on a réussi à faire toute la pipeline et à faire quelque chose de fonctionnel. Alors avant ça, quand même, on a fait un petit travail de prototypage avec Google Colab. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est un notebook Python. En gros, ça permet d'utiliser justement OpenCV, Tesseract dans un environnement, et de documenter également dans le même environnement, voilà, et de faire du prototypage. Donc d'abord, on a tout codé en Python, tout le workflow, et puis après, on l'a reporté en C++ pour pouvoir le faire fonctionner dans l'app. Mais là, on voit un petit peu toutes les étapes justement du fonctionnement du workflow. Donc on voit qu'on a un document. Voilà, on fait un petit traitement pour supprimer tout le texte grâce à du flou. On fait de la détection de bord et après on fait de la détection de quadrilatère sur la photo.
On transforme ce quadrilatère en rectangle, on fait du seuillage, et bim, hop, un petit coup de Tesseract et on a du texte. Voilà. C'est simple, rapide, efficace. Bon, ça demande quelques petites heures quand même de codage, mais en tout cas, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Je vais quand même vous faire une petite démo, parce que j'ai quand même invoqué la fée de l'effet démo, donc j'espère que ça va marcher. Alors, normalement, vous allez voir et ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous devriez voir mon smartphone, mais vous ne le voyez pas, parce que c'est de la recopie. Waouh. On aurait dû faire le test de la technique. Tant pis, c'est pas grave. Bon, ben je vais vous faire la démo à distance. Il faut peut-être que je désactive mon mode. Ah, ouais, c'est peut-être ça. Hop. Ah. Yes. Je vais y arriver. Est-ce que vous... Ah, ben voilà, un beau smartphone. Donc là, je vous le montre sur iOS parce que j'ai un iOS. Mais en gros, voilà, on a une application. Je vais prendre un petit texte pour vous faire la démo. Alors, on va voir si le son est bon, mais c'est pas sûr. Alors l'idée, c'est une UX ultra simpliste. Voilà. Donc là, vous voyez la caméra. Yes. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, quand je détecte un document, bah, ça me l'affiche de manière vectorisée. Et alors vous le sentez pas, mais moi je le sens. Je ressens des vibrations qui m'indiquent la hauteur du téléphone par rapport au document. L'idée, alors c'est pas totalement encore fini, mais c'est également que je sens des vibrations quand je touche les bords de l'écran pour permettre quand même à une personne non-voyante de cibler correctement. Donc si je m'approche, au bout d'un moment, voilà, ça va capturer le document. Alors vous n'avez pas de son malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, parce que le son joue sur mon ordinateur, c'est tout simplement. Mais là, vous allez voir, voilà, il y a le texte qui défile et en même temps, il y a la voix en fait de la vocalisation du téléphone qui lit le texte au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est une fiche de lecture de mon fils que je lui ai piqué. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que ça permet de faire défiler le texte. Je l'entends. Je peux même vous monter le son peut-être, vous l'entendrez quand même. Fabriquer 5 des jouets avec une précision étonnante. Il avait fait le tour du monde plusieurs fois et possédait quantité d'anecdotes sur les autres et ma peuple des 5 continents. Il y a des petites erreurs encore. Il ne parlait jamais de Ludwig extrait numéro 3. L'hiver s'est installé et Ferdinand semblait de plus en plus... Alors, c'est pas parfait, il y a encore des petites erreurs, mais pour quelqu'un qui ne voit pas, finalement, c'est déjà pas si mal, parce que là, on obtient quand même, grosso modo, la description du texte. Ça permet aussi à des personnes qui potentiellement ne savent pas très bien lire aussi, d'essayer d'apprendre aussi à lire, pourquoi pas avec, d'avoir la vocalisation plus la lecture. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que l'application machine à lire, même la version Raspberry, n'est pas forcément qu'à destination des personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Ça peut être également, là, je vais vous faire toute la présentation si je fais ça. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont juste des difficultés de lecture, tout simplement. Hop, je vais m'en mettre dessus, c'est là. Alors le backlog, il est encore bien rempli. Voilà, donc en fait c'est un backlog infini, parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation même de l'application, on se rend compte que voilà, ça pourrait servir, comme disait tout à l'heure Bernadette, à détecter, pourquoi pas, du texte sur les boîtes de conserve, détecter des codes barres, ça pourrait permettre de décrire, pourquoi pas, une photo qu'une personne aurait reçue, etc. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont déjà en cours. J'ai même mis qu'il y avait un support cardboard qui était prévu potentiellement, voilà, donc pour pouvoir fabriquer un support pour pouvoir mieux cibler justement le document. Et là, Bernadette, tu as raison. Hop. Donc Bernadette, elle est arrivée ce matin avec son petit, support qu'elle a bricolé avec des amis. Voilà, donc c'est des choses qui sont facilement réalisables, pourquoi pas chez soi. On pourrait proposer une version en carton qu'on pourrait découper et puis assembler, voilà, pareil, toujours en open source. Ça coûte pas cher, c'est du bon sens, c'est des choses quand même simples à réaliser et au final ça rend des vrais services derrière. Donc voilà, donc le backlog, il est ce qu'il est, il est infini. Je pense qu'on n'en finira jamais de le remplir parce qu'à chaque fois que quelqu'un utilise finalement l'application ou la machine à lire, il dit ouais, ce serait sympa, on pourrait faire ça en plus, etc. Donc voilà. What's next? Très bonne question
je vais y répondre. L'idée, c'est de réutiliser le travail qu'on a fait pour l'application mobile pour le réinjecter sur la version Raspberry, tout simplement, pour la faire progresser. Et puis, on devrait libérer justement l'application en open source et puis la mettre sur les stores d'ici la fin de l'année, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit bien testé et bien fonctionnel. Et évidemment, comme c'est open source, si vous souhaitez contribuer, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec joie même. Si vous souhaitez faire du mécénat de compétences et vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment faire, il y a des initiatives qui existent aujourd'hui, par exemple comme Latitude. Donc c'est un site qui permet de faire rencontrer justement des associations avec des techs. Voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer mais vous n'aviez aucune idée de quelle association contacter, vous pouvez aller sur Latitude. Et si vous avez du matériel inutilisé, on a un stand ici, là, pas très loin, donc, qui est au stand des communautés avec la SIA. Donc vous pouvez amener votre matériel usagé, donc surtout des ordinateurs portables si vous avez, parce que la SIA les retape et puis les donne à des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc c'est un petit appel ordinateur. Voilà. N'hésitez surtout pas. Et puis voilà, c'est terminé. Donc merci beaucoup. Et merci à Bernadette. Ouais, merci Bernadette. Merci à vous. Tac. Si vous avez des questions ou pas, parce qu'on a dépassé un petit peu. Tu as dit que vous étiez où? On est au stand des communautés. Est-ce que je peux vous proposer de prendre des questions soit ici? Oui, alors par contre, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous voir sur le stand. Ouais, et de passer sur le stand, ça sera vachement bien comme ça. Ouais. Ça vous va? Merci à vous. Bien, parfait. Merci à vous. Merci.